bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous allez y entendre Claude Rilly, égyptologue, directeur de recherche au CNRS, nous parler de son travail sur le déchiffrement du méroïtique et également de la mission française archéologique qu'il dirige à Sédéinga. Et enfin, nous allons parler, je suis désolée de ne pas l'avoir fait plus tôt, de la Nubie et du Soudan antique. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner. C'est parti, on l'écoute. Bonjour Claude, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour Laetitia, et merci donc d'être venue à ma rencontre pour parler un petit peu du Soudan ancien. Avec plaisir. Nous sommes ici en présence de Axel qui a eu la chance de pouvoir suivre cette interview en live, si je puis dire, sur internet via Skype. Je ne sais pas si on le voit vers la caméra, mais aujourd'hui on va aborder plusieurs sujets. On va parler du déchiffrement du méroïtique, on va parler de la question de vos fouilles au Soudan et on va parler également un petit peu de votre parcours aussi. Voilà. Et puis d'autres choses d'ailleurs, si certaines vous Oui, viennent, on verra. Voilà, en gros. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes arrivé au travail sur le déchiffrement du méroïtique et puis nous dire un petit peu ce que c'est que le méroïtique? Oui. Alors, il vaudrait mieux dire d'abord ce que c'est que le méroïtique, je pense. Inverse. Voilà. Donc, méroïtique porte le nom de la ville de Méroé, qui a été la capitale du Soudan antique, en gros depuis 600 avant Jésus-Christ jusqu'à 300 après Jésus-Christ. Et c'est le lieu d'inhumation des souverains à partir de 300 avant Jésus-Christ. C'est là qu'on parle vraiment de royaume de Méroé. Alors, en fait, cette langue est la langue du royaume de Couche. C'est le terme général, c'est le terme d'ailleurs qu'utilisent les Égyptiens à partir de 2000 avant Jésus-Christ, et on aurait pu appeler cette langue couchitique. Malheureusement, le terme a été récupéré avant, parce que même avant qu'on ait commencé à lire le méroïtique, c'est-à-dire à déchiffrer l'écriture, eh bien, il y avait déjà des hypothèses sur son appartenance linguistique. D'accord. Et beaucoup de gens voulaient qu'en fait, ce soit la même famille que le somali, le bedja, ces langues que justement on a appelées couchitiques. Okay. Mais à partir, c'était une erreur, mais ça fait pas très longtemps qu'on le sait en fait. Mais le terme était donné, on a laissé à ces langues ce terme de couchitique. Donc il fallait un autre terme, et on a utilisé le terme de méroïtique, bien que, à proprement parler, la langue méroïtique soit probablement née non pas dans la région de Méroé, c'est-à-dire du côté de la 5e cataracte du Nil, mais probablement dans le royaume de Kerma, à l'origine du royaume de Kerma, c'est-à-dire vers la 3e cataracte du Nil. Donc ce terme de méroïtique, qui avait été proposé par les Allemands dès le 19e siècle, est resté. Alors on sait maintenant que cette langue est parlée très longtemps avant d'être écrite, probablement vers 2500 entre 2500 et 2000 à peu près. Donc durant soit le début, soit la deuxième période du royaume de Kerma, qui est le premier grand royaume autochtone du Soudan, un grand rival de l'Égypte. Et elle va être écrite beaucoup plus tard qu'à partir de 270 avant Jésus-Christ, c'est vraiment très très tardif. Elle a été parlée pendant 2000 ans avant d'être écrite, pour une bonne raison, c'est qu'en fait les souverains de Couche, la 25e dynastie égyptienne, ensuite les rois de Napata, et puis les premiers rois de Méroé vont utiliser l'égyptien. À l'écrit, on va utiliser l'égyptien un petit peu, si vous voulez, comme au Moyen-Âge. Au haut Moyen-Âge, on écrivait toujours en latin, quelle que soit la langue qu'on parlait à la maison, en fait. Et donc, finalement, il n'y avait pas une nécessité absolue d'avoir une écriture de cette langue qui restait orale. Mais à partir de 270, le lien avec l'Égypte s'était quand même beaucoup distendu, et il est devenu nécessaire d'écrire cette langue. D'accord. Donc, en fait, les textes méroïtiques sur lesquels je travaille sont finalement assez tardif, c'est-à-dire que le premier qu'on puisse dater date du règne d'Arné-Ramani, ça fait assez peu de temps qu'on l'a trouvé, de 2015. Il figure sur le manche d'un cistre en cuivre argenté. Donc date de 220 avant Jésus-Christ, le règne du roi Arné-Ramani. Et le tout dernier texte, on a beaucoup hésité, mais je propose qu'en fait le tout dernier texte soit un texte religieux, parlant d'Isis, apposé à la marque
de pieds de pèlerins dans le Mamisi du temple de Philae, et qui aurait été écrit par le même prêtre qui a écrit le dernier texte démotique. D'accord. Et donc tout ça daterait de 452, on le sait par le texte égyptien. En revanche, il n'y a pas de datation sur le texte méroïtique, mais c'est le même personnage qui s'appelait Séméti en méroïtique et Ismet en égyptien, qui l'a écrit. Voilà. Donc ceci donc pour présenter un petit peu cette langue méroïtique qui a eu finalement une existence extrêmement longue. On ne sait pas quand elle a disparu, probablement au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge. D'accord, assez tardivement du coup quand même. Peut-être au Moyen-Âge, c'est difficile à dire. Le royaume de Couche a été d'abord envahi par des peuples venus du Kordofan, c'est-à-dire de l'Ouest, que les Méroïtes appelaient les Nuba, ce qui voulait dire les esclaves. Et non pas les gens de l'or comme on trouve dans la littérature secondaire, et qui ont donné leur nom à la Nubie et qui se sont ensuite convertis au christianisme. Donc la conversion au christianisme se fait entre 550 et 570, et il est assez probable que le méroïtique était encore parlé, et la langue nubienne elle-même, au départ, va s'écrire avec des caractères coptes et quelques caractères méroïtiques. Ce qui signifie que très clairement cet alphabet a été adapté après la conversion au christianisme, et donc ça laisse supposer qu'au VIe siècle la langue existe encore, mais on n'en a plus de traces, à part justement, je vous dis, dans l'alphabet du vieux nubien. D'accord. Voilà, donc ce qu'on peut dire, si vous voulez, sur ce long parcours du méroïtique, qui a été donc la principale langue, la langue d'élite du Soudan ancien. Mais il existait d'autres langues. Voilà, il existait d'autres langues à côté. On a des traces, par exemple, de la langue des Medjay, et qui est toujours parlée aujourd'hui et par un peuple qu'on appelle aujourd'hui les Bedja. C'est le même nom en fait. Mais on ne possède presque rien d'écrit dans cette langue, quelques transcriptions en égyptien, apparemment un charme contre une maladie sur un papyrus ramesside, et puis beaucoup plus tard, donc quelques astracas écrits en par-ci par-là, quoi. Voilà. Donc voilà, et puis le nubien finalement lui-même va s'écrire, comme je vous l'ai expliqué, à partir de un peu plus tard que la conversion, donc à partir du VIe siècle, mais il était parlé dans certaines parties de l'ouest du Soudan. Donc voilà, le méroïtique n'est pas la seule langue du Soudan ancien, mais c'est la langue de l'élite, la langue des rois couchites, la langue dans laquelle nous avons tous les noms, par exemple, des pharaons de la 25e dynastie, tout le nom de naissance est toujours en méroïtique. En méroïtique ancien, bien sûr. Alors que ces rois vont prendre des noms secondaires, des noms, donc les fameux 4 noms traditionnels pharaoniques à part le nom de naissance, et ça, ce seront systématiquement en égyptien. D'accord. Oui, on garde la... Voilà, quelqu'un comme Taharko, par exemple, qu'on appelle parfois Taharka. Taharko a un nom qui veut dire très probablement c'est lui le léopard ou c'est lui le lion. C'est un terme méroïtique, enfin c'est toute une petite phrase méroïtique, mais en revanche il va prendre un nom de couronnement qui est totalement égyptien, qui est Ra Nefertum Hui, que Ra et Nefertum protègent. Enfin bon, il y a plusieurs les noms donc de couronnement sont toujours un petit peu difficiles à interpréter. Ouais. Donc voilà, un petit peu pour ce qui est d'une présentation générale de la langue méroïtique. Et comment vous êtes tombé dedans, vous ? Je suis tombé d'abord dans l'égyptien, j'ai été mordu par le canard égyptologique, comme disait Mariette, très très tôt. J'ai commencé à tracer mes premiers hiéroglyphes quand j'avais 7 ans. Ça date d'avant la rencontre habituelle en 6e des enfants et puis de la civilisation pharaonique, d'ailleurs qu'on étudie de moins en moins en 6e aujourd'hui. Donc quand je suis arrivé en 6e, oui, je savais déjà écrire et lire des textes simples. Et donc c'était à cela que je me destinais. Et puis les hasards de la vie sont un petit peu compliqués. Il a fallu que je travaille. Je suis devenu professeur de lettres classiques. Je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai eu beaucoup d'amis africains. Et je me suis intéressé à ces langues-là. Et puis un jour,
j'ai découvert qu'il existait, chose que en France, en Allemagne par exemple, c'était un terrain déjà bien connu, en France ça l'était guère, hein, donc dans les années fin des années 80 et début des années 90, j'ai découvert qu'il existait donc une langue qu'on peut dire pharaonique, parce qu'elle appartient à la civilisation pharaonique, qui était africaine, et qui n'était pas entièrement traduisible. Et donc, ça a été le coup de foudre immédiat, parce que ça réunissait toutes mes passions, quoi, hein. Et donc, j'ai très vite soutenu 2 thèses là-dessus, puis je suis rentré au CNRS, puis ensuite, le PHE a ouvert une chaire de méroïtique, et voilà. Donc, et depuis, c'est dans ta main. Voilà. Donc, depuis un certain nombre de décennies, je baigne là-dedans, voilà. Et d'autant plus qu'on est très très peu nombreux, ce qui pourrait être une position très confortable, mais en fait ne l'est pas tellement, parce que scientifiquement, on a besoin de controverses, on a besoin de discussions, on a besoin de n'être pas d'accord avec... et il est vrai que ça manque effectivement sur ce terrain où je suis pratiquement le seul, hein. J'ai un collègue allemand, Jochen Raloff, mais qui travaille essentiellement sur la publication des textes et pas tellement sur la langue, hein. Voilà, donc j'attends, je continue à enseigner le méroïtique à l'EPHE avec l'espoir que les gens s'intéressent un petit peu à la grammaire, à la langue elle-même, bon, mais souvent ils s'intéressent plus à la culture. Mais ne serait-ce que pour le méroïtique, je vous ai dit, c'est une tradition française depuis assez peu de temps, hein. C'est le professeur Leclan, hein, qui a été le pape de l'égyptologie assez longtemps, hein, qui l'a introduite en France, donc dans les années 60. Hein. Mais au départ, il était assez seul sur ce domaine-là. Notamment en archéologie, les Français étaient absolument absents du Soudan. Le premier à s'être intéressé à l'archéologie du Soudan, c'est Vercouter, qui a été même directeur de l'archéologie soudanaise au moment de l'indépendance. Et donc, nous sommes là dans les années 60, hein, enfin fin des années 50. Hein. Mais c'est qu'à partir de là qu'effectivement, il y a eu un intérêt en France pour le Soudan ancien, pour le méroïtique. Et je dois avouer, moi, que j'ai découvert l'existence du méroïtique très tardivement, alors que je m'étais intéressé depuis un âge très tendre à l'égyptologie. Ouais. Voilà. Et en revanche, je vous dis, dans d'autres pays, c'est beaucoup mieux connu. Au départ, on me demandait par exemple des conférences plus souvent en Allemagne qu'en France. Ouais. Bon, bah ça s'étend au moins, c'est ça qui compte. Et du coup, oui, vous êtes sur les fouilles à Sédinga. Qu'est-ce qui vous a amené sur ces fouilles-là ? Et qu'est-ce qu'on y trouve sur ce site, sur le grand site de fouilles ? Alors, je vous ai parlé effectivement de l'implication de l'archéologie française plutôt tardive, donc dans l'archéologie soudanaise, hein. Effectivement, le site de Sédinga est un des premiers à avoir été fouillé par une équipe en partie française, hein. Alors pour ça, il faut remonter à une riche mécène italienne qui souffrait un petit peu des poumons. C'est un petit peu comme Lord Carnarvon pour Toutankhamon, qui a décidé de passer ses hivers en Égypte sur les conseils de ses médecins. Et de la même manière, Michela Chivgiorgini, donc c'est son nom, qui était une riche habitante de Pise, hein, une pisane, a donc décidé de prendre aussi ses quartiers d'hiver en Égypte, et puis elle est descendue, elle est tombée amoureuse de la Nubie, elle est descendue encore plus bas, elle a découvert le Soudan, et là, c'était véritablement pour elle un coup de foudre. Et elle s'est donc établie à Soleb, d'abord, le grand temple où se trouve le grand temple construit par Amenhotep III, donc sous la 18e dynastie, et elle en a demandé la concession. Hein. Et on lui a donné aussi celle de Sédinga, puisque à Sédinga se trouvait le temple de Larentii, donc la grande épouse royale d'Amenhotep III. Et ça, donc, c'était en 1957. C'était vraiment une des premières fouilles. Alors, elle s'est entourée, en fait, de Français, hein. Donc le professeur Leclan pour l'épigraphie, aussi bien méroïtique qu'égyptologique, Clément Robichon, un excellent archéologue, donc pour tous les aspects techniques de l'archéologie, etc. Et
à partir de 1977, elle s'est retirée en fait du terrain pour pouvoir terminer la publication de Soleb. En fait, un an plus tard, elle était décédée d'une méningite foudroyante. Et donc le site de Sédéinga, le site de Soleb était fouillé, relevé. Les tomes suivants ont été publiés grâce notamment à Nathalie Beau et à Nicolas Grimal. Et donc, en fait, ce qui restait de l'équipe française, notamment le professeur Leclan, se sont tournés vers Sédéinga, qui était un site secondaire, en quelque sorte, par rapport à Soleb. Sauf qu'à Sédéinga, on avait quand même beaucoup de témoignages de l'époque méroïtique, contrairement à Soleb, où on a juste un petit cimetière méroïtique sans aucune inscription. À Sédéinga, qui avait été vraiment la capitale de la région à l'époque méroïtique, donc en gros, Napatéenne est méroïtique, en gros de 700 avant Jésus-Christ jusqu'à 300 après, pas plus d'ailleurs. Donc Sédéinga est à ce moment-là la capitale, elle remplace Soleb, qui avait été la capitale à l'époque de la colonisation pharaonique, elle sera suivie par Saï, qui sera la capitale à l'époque chrétienne. Donc durant cet intervalle pratiquement d'un millier d'années, Sédéinga est une puissance régionale, elle est gouvernée par un représentant du pouvoir méroïtique qui a pignon sur rue, qui est aussi important pratiquement que le gouverneur de la Basse-Nubie, qu'on appelle vice-roi de Nubie. Et c'est une cité extrêmement florissante. Et elle ne doit pas à l'agriculture, parce que c'est véritablement une région extrêmement désertique, avec un tout petit ruban le long du Nil et un fleuve extrêmement encaissé. Elle le doit au fait qu'elle est au débouché des caravanes qui venaient de l'ouest, du Darfour, du Kordofan, et puis évidemment celles qui suivaient le Nil en venant d'Égypte. Donc ça assurait, si vous voulez, une partie du trafic entre l'Égypte et puis l'Afrique profonde, donc l'Afrique sahélienne, donc d'où venaient un certain nombre de choses convoitées par les Égyptiens, comme par exemple les défenses d'éléphants, les plumes d'autruche, etc. Tous ces produits exotiques, le bois, etc. venaient pas en fait très très peu du Soudan du Nord, qui n'était pas très riche là-dedans, mais ils venaient beaucoup plus au sud, beaucoup plus à l'ouest. Et Sédéinga était un des carrefours de ces routes, avec donc la possibilité d'établir un système de taxes sur les caravanes. Alors ces caravanes, elles existaient jusque très récemment. C'est ce qu'on appelle la piste des 40 jours. C'est une piste qui, il y a peu de temps, permettait par exemple d'acheminer des chameaux de boucherie depuis le Darfour, le cœur du Darfour, jusqu'à Siout en Égypte. Alors vraiment c'est tout récent, depuis quelques années maintenant les chameaux sont chargés sur des camions du fait qu'il y a une route qui a été construite pour relier le Soudan et l'Égypte. Mais au début de nos fouilles, il était assez fréquent de voir des troupeaux de plusieurs centaines de têtes venant du Darfour passer, mais le long de nos fouilles, véritablement. Et donc c'est probablement la raison principale de la richesse de Sédéinga. Alors cette richesse se caractérise de manière architecturale par des pyramides très très nombreuses. Nous en avons. J'ai repris cette concession donc en 2008. Et sur la portion que nous avons travaillée entre 2009, la première saison, et disons 2018 où tout a été terminé sur cette partie-là, nous avons sorti de terre 72 pyramides, je crois. Alors évidemment, c'est pas Gizeh, ce sont des pyramides qui sont en briques crues. La plus petite qu'on ait trouvée fait 80 cm d'arête. Donc elle était sur la tombe d'un enfant. Mais bon, c'est pas forcément parce qu'on est petit qu'on a une petite pyramide. Mais bon, c'était le cas. Il y a sa pyramide. Voilà. Mais beaucoup de ces pyramides font quand même 5 mètres d'arête et devaient s'élever à peu près, parce que ce sont des pyramides très pentues par rapport aux pyramides
égyptienne de l'Ancien Empire, hein, elle devait s'élever à peu près à 9 mètres, je pense, de hauteur. Donc ça devait faire... d'autant plus qu'elles étaient peintes en rouge, en jaune, hein, avec de l'ocre, flanquées d'une chapelle à l'est. Sur la chapelle contenait également des montants sculptés, des représentations d'oiseaux bas, etc. Donc l'ensemble devait être assez impressionnant, même si je doute qu'il y ait eu une seule fois où toutes les pyramides étaient visibles et en bon état en même temps. Mais ça, c'est pas très certain. Hein. Alors donc, architecturalement, c'est un endroit extrêmement particulier, hein. Et ça l'est aussi pour le méroïtique lui-même, ce qui explique que, étant à la base un philologue et un linguiste, je me sois intéressé très particulièrement à ce site. Ça a été, dans les dernières années, le site qui a fourni le plus de textes méroïtiques. D'accord. Pas énormément, hein, mais par exemple, en 2016, nous avons trouvé 20 textes, dont certains très très bel état, vraiment de très belles choses. Ce sont des textes essentiellement funéraires, donc c'est-à-dire qu'ils sont assez stéréotypés, ce qui présente des avantages et des inconvénients. Hein. Inconvénient, c'est qu'on n'a pas de grosses différences d'un texte à l'autre, on en a, hein, bien sûr, et l'avantage, c'est que lorsqu'il y a une petite variation, on a plus, du fait que le contexte est connu, on a plus de possibilités de la comprendre que lorsqu'on a un grand texte où on ne comprend rien. Hein. Donc ça c'est une excellente chose, et c'est caractéristique de Sédéinga. Il y a des sites évidemment qui ont livré encore plus d'épitaphes et d'inscriptions, comme Karanok, pas très loin d'Abou Simbel, hein. Mais tout ça se trouve sous l'eau actuellement. D'accord. Et ce sont des sites qui avaient été fouillés donc par les Anglais au début du XXe siècle. Et tous ces sites sont sous l'eau actuellement. Hein. Donc actuellement, c'est encore Sédéinga qui fournit le plus de textes funéraires. Question vous avait été posée par rapport aux différences les plus notables entre les royaumes de Napata, Kerma et Méroé, du coup. Oui. Si jamais vous pouvez nous en donner... Oui, bien sûr. Hein. Alors effectivement, l'Égypte, c'est un royaume qui a duré en fait 3000 ans. Hein. Bon, il y a eu effectivement des périodes intermédiaires, il y a eu à un moment des divisions et tout cela, alors que le Soudan c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'on a officiellement, je dirais, 3 royaumes qui se succèdent, hein, avec des périodes, donc notamment entre le premier et le deuxième, qui sont complètement différentes. Donc, à partir de 2500 avant Jésus-Christ, et ceci jusqu'à 1500 avant Jésus-Christ, donc pendant 1000 ans, hein, on a un royaume extrêmement puissant qui est centré entre la deuxième cataracte et la 5e cataracte, qui est le royaume de Kerma, hein, d'après le nom de sa capitale, qui se trouve donc aux alentours de la 3e cataracte. Alors c'est un royaume qui est quasiment pas, c'est un royaume africain, qui est quasiment pas égyptianisé, hein, un petit peu. Par exemple, on va adopter la brique au lieu du pisé, hein, et puis ensuite, on va même adopter la brique cuite vers la fin, et ça c'est quand même assez caractéristique de l'influence égyptienne. Mais c'est vraiment très léger. Hein. Ensuite, le royaume de Kerma a menacé l'Égypte. L'Égypte a failli être, au temps des Hyksos, être mangée au nord par les Hyksos et au sud par le royaume de Kerma. Mais à la fin de la 17e dynastie, au début de la 18e dynastie, les rois de Thèbes ont réagi et ont chassé les Hyksos et ont également mis fin au royaume de Kerma. Donc on a à ce moment-là une colonisation égyptienne dont on ne sait pas très très bien à quel moment elle se termine. Donc elle commence à peu près en 1500 et vers 1000 c'est un petit peu la fin, mais on ne sait pas exactement quand est-ce que les Égyptiens se sont totalement retirés. Quand ils se retirent, eh bien un deuxième royaume autochtone va naître dans la région de Napata. Napata, actuellement c'est la ville de Karima, hein, ça se trouve au pied d'une montagne sacrée qu'on appelle le Djebel Barkal, et c'est là que donc va naître une petite principauté qui va gagner en puissance et qui elle va énormément s'égyptianiser. Elle va tellement s'égyptianiser qu'elle va s'emparer de la région de Thèbes, et puis par la suite de l'Égypte en entier sous le règne du pharaon Piankir.
qu'on ne peut pas dire pharaon parce que il s'est retiré ensuite à Napata et donc il n'est pas considéré comme faisant partie de la 25e dynastie. Du roi, quoi. On peut dire du roi, oui, tout à fait. Donc pendant 70 ans, on a cette 25e dynastie d'Égypte qui comprend des rois qui règnent à la fois sur le Soudan et l'Égypte. Il y a un roi comme Taharko, il règne en fait depuis pratiquement Jérusalem jusqu'à Khartoum aujourd'hui, ce qui est équivalent, si vous voulez, de l'empire napoléonien dans sa plus vaste extension. Voilà. Sauf que évidemment, les transports étaient plus difficiles à cette époque-là. Donc à ce moment-là, on est donc à Napata, qui est la capitale administrative et la capitale religieuse, ainsi que le lieu d'inhumation des rois. Et là va se créer une divergence entre tous ces différents statuts de Napata, puisque en 591, le roi égyptien, le pharaon psamétique, envahit le royaume de Kouch pour éviter le retour d'une dynastie couchite. Et à ce moment-là, c'est là qu'on estime que la royauté donc napatéenne va se retirer à Méroé. D'accord. Donc 350 km au sud. Voilà. Mais les rois continuaient à être enterrés dans la région napatéenne, sur les cimetières traditionnels de Nouri, qui se trouvent de l'autre côté du Nil par rapport au Djebel Barkal, et également au Djebel Barkal lui-même, derrière le Djebel Barkal. Et donc on continue à parler de napatéens. D'accord. Et puis en 270 avant Jésus-Christ, eh bien à force d'être dans la région, de vivre dans la région de Méroé, puisque c'est là quand même, c'est pas là où ils se font enterrer, les rois, mais c'est quand même là qu'ils naissent, qu'ils vivent, qu'ils donnent leurs ordres, c'est la capitale administrative. Et donc des liens matrimoniaux vont se former avec les grandes familles locales, et donc au bout d'un certain temps, finalement, le roi considérera plutôt que ses ancêtres sont de Méroé, plutôt que de Napata, D'accord. et changera à ce moment-là le lieu d'inhumation. Donc on va passer du Barkal au cimetière de Méroé, qu'on appelle Medjraouia, et donc c'est là qu'on parle du royaume de Méroé. Mais il faut bien comprendre que c'est quand même très artificiel, puisque la capitale elle-même était déjà à Méroé, et que la distinction va se faire quelques règnes plus tard, puisque à peu près vers 200 avant Jésus-Christ, une suite de souverains vont monter sur le trône qui sont véritablement plus méridionaux que napatéens. Et donc c'est eux par exemple qui vont déclarer que les dieux locaux qui ne recevaient aucun culte officiel, eh bien, vont recevoir un culte officiel. Et tout d'un coup, on va avoir deux panthéons, le panthéon égyptien traditionnel avec Amon à sa tête, bien sûr, et puis le panthéon méroïtique, avec un dieu lion, appelé Apédémaque, qui est le dieu créateur, à sa tête. Donc, on voit qu'à partir de cette époque-là, il y a des modifications profondes, et c'est justement là que se répand l'écriture méroïtique. Okay. Donc, on voit dans le royaume de Méroé, mais c'est pas immédiat, progressivement, il va y avoir des différences évidentes avec la culture napatéenne qui tiennent à l'éloignement de l'Égypte, en fait. On va abandonner un certain nombre d'entités culturelles égyptiennes pour les remplacer par des entités culturelles locales, soudanaises. Okay. Voilà, et ceci donc va durer jusqu'à 330 probablement de notre ère, où les Nuba, des tribus donc venues de l'Ouest, vont mettre fin au royaume de Méroé et remplacer les élites méroïtiques par leurs propres élites. C'est bien, c'est bon pour moi. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, sachant que vous avez votre ouvrage qui est sorti, peut-être ? Ah oui, bien sûr. Présenter, oui, alors bon, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'histoire du Soudan, voilà, c'est la dernière histoire du Soudan, que j'ai écrite, la dernière version que j'ai écrite, est parue donc au début de cette année aux éditions Soleb. Alors vous pouvez acheter le volume lui-même, qui est assez lourd, je dois dire. Et qui est aussi assez beau. Oui, qui est assez beau aussi.
Mais vous pouvez, si vous voulez faire des économies et que le fait de n'avoir pas de livres matériels ne vous gêne pas, vous pouvez aller sur le site de Soleb et télécharger gratuitement une très bonne version de ce livre. Voilà. Donc dedans, vous trouverez toute l'histoire du Soudan, mais surtout évidemment la période antique. Voilà. Ah, parfait, super. Axel, attends, je vais remettre le son. Hop. Est-ce que tu aurais une question ? Attends, est-ce que j'ai remis mon son ? T'as remis ton son, toi, Axel ? Oui, est-ce que vous pouvez m'entendre ? On t'entend, ouais, c'est bon. Oui. Super, du coup, merci pour l'interview et bravo Altia pour l'interview et merci Monsieur Rilly. Justement, du coup, moi j'avais une question, vous avez parlé à la fin par rapport aux dieux locaux, puisque du coup, pour me présenter, je suis étudiant à l'école du Louvre et les sujets de recherche qui m'intéressent pour l'avenir, c'est l'Afrique pendant l'Antiquité et notamment le Soudan et l'Afrique centrale. Et il y avait une question que je me posais, vous avez mentionné à la fin de l'interview les dieux locaux, Oui. Les dieux locaux notamment les dieux de Méroé, notamment Apédémaque ou encore des divinités comme Mandoulis. Et la question que je me posais, c'est est-ce qu'on arrive ou est-ce qu'on à dater l'antériorité en fait de ces divinités, ou savoir plus ou moins où est-ce qu'elles prennent racine, dans quel concept, ou à quel endroit elles prennent racine dans la culture couchite, ou est-ce que justement ce sont des créations qui viennent après la colonisation égyptienne, ou est-ce qu'elles viennent d'un processus religieux plus long et complexe ? Oui, c'est une excellente question, je vous remercie de l'avoir posée, comme on dit. Effectivement. Alors, il faut peut-être distinguer. Mandoulis, par exemple, il n'est pas certain du tout que ce soit un dieu méroïtique. Hein. Il y a pas mal de chances que ce soit un dieu des Medjay, en fait. Hein. Et son temple principal, c'est Kalapsha, qui était le Talmis, hein, en grec, hein, qui était vraiment le QG des descendants des Medjay, donc à partir du règne d'Auguste, hein, c'est à partir du règne d'Auguste qu'il a été agrandi. Ces descendants des Medjay qu'on appelle les Blémis. Hein. Donc Mandoulis est sûrement un dieu blémi, probablement. Pour Apédémaque, on a un bon indice qui est linguistique. Hein. Donc c'était prononcé en méroïtique quelque chose comme Abekemaka. Hein. Le Maka à la fin, c'est Dieu. Hein. Donc c'est le dieu Abeke, hein, avec un D un petit peu particulier, qui est prononcé vraiment très à l'arrière, encore plus arrière qu'un D anglais. Hein. Et ce mot a été, j'ai pu montrer qu'il existait une racine signifiant celui qui crée, le potier en fait, hein, celui qui crée aussi bien des objets que des hommes, hein, et donc sa signification c'est le dieu créateur. Hein. Or, ce mot se retrouve dans des langues de la famille du méroïtique qui n'ont pas été qui sont séparés du méroïtique depuis des milliers d'années maintenant. Hein. Il n'y a pas de lien, ça n'a pas été emprunté du tout. Hein. C'est le nom d'Allah chez les Nimang des monts Nuba, qui l'appellent donc Abidi, hein, et chez les Nara d'Érythrée, hein, qui appellent Allah Ebere. Hein. Donc on peut montrer que cela, c'est dans la langue avant le méroïtique. Hein, c'est dans la langue qui est la langue mère qui a donné le méroïtique, le Nara, etc., que j'appelle le soudanique oriental nord. Hein, ou Son, pour faire plus simple. Hein. Voilà. Et donc le fait c'est un petit peu, si vous voulez, comme Jupiter. Hein. On sait que Jupiter, Zeus, Pater en grec, etc., c'est quelque chose qu'on trouve dans plusieurs langues indo-européennes, et ce qui montre que très probablement, dès l'origine, c'était une divinité indo-européenne. Hein. Et bien là, c'est la même chose. On voit que dès l'origine, Apédémaque, bien avant la colonisation égyptienne et bien avant même l'apparition du royaume de Kerma, hein, était une divinité qui devait être adorée par les ancêtres de toutes ces différentes tribus actuelles et anciennes. D'accord, merci. Mais on n'a toujours pas trouvé est-ce qu'on a des traces archéologiques de ces... Ah non, mais la linguistique est pas mal aussi. Hein. Elle donne des preuves. Hein. Elle donne des preuves. Hein. C'est pas le cas de toutes les sciences humaines. Hein. Non, au niveau archéologique, on est obligé de remonter à ce moment-là à des transcriptions égyptiennes de noms méroïtiques. Hein. On a une liste d'ambassadeurs d'une délégation du royaume de Kerma envoyée au roi Hyksos, à peu près vers donc 1600 avant Jésus-Christ. Et dans cette liste-là, on a un personnage qui s'appelle Maka
Maka Masase, hein, c'est-à-dire en méroïtique, hein, je le prononce à la méroïtique, hein, en fait, hein, c'est écrit en transcription égyptienne, en hiératique, hein, et ça veut dire donc l'enfant du dieu soleil. C'est en fait plus tard, ça sera Ramsès en égyptien, quoi, qui a le même sens. Hein. Donc effectivement, on a quand même des preuves au moins philologiques. En revanche, on n'a jamais trouvé de temple à Pédémaque antérieur au début du royaume de Méroé. D'accord, merci pour votre réponse. Je vous en prie. Merci beaucoup. C'est tout pour moi. Bon, c'est très bien. Je pense que ça, je le mettrai peut-être en edit, mais j'avais une question sur Twitter, si j'arrive à me souvenir, je ne l'ai pas noté parce que je pense que ça aurait été trop loin, je sais que du coup, mais qui était, est-ce qu'il y a des différences, ouais, c'est ça, est-ce qu'il y a des différences entre les fouilles, alors je pense qu'il parlait des conditions de fouilles, etc., au Soudan et en Égypte. Oui, c'est plus facile au Soudan. Voilà. Pourquoi ? C'est plus facile au Soudan parce que les Soudanais, vis-à-vis de l'archéologie et des équipes étrangères, ont toujours eu une position extrêmement accueillante. Hein. Ils sont beaucoup moins procéduriers et administrateurs, bureaucratiques que les Égyptiens. On n'a pas besoin, actuellement, les fouilles en Égypte, il faut prévoir 1 an à l'avance la liste des participants, et si jamais il y a des gens qui n'y sont pas, ça pose problème. Hein. C'est infernal. Hein. Ouais. Au Soudan, vous envoyez, il vous faut effectivement donner cette liste parce qu'on en a besoin pour les visas. Hein. Les visas, c'est un peu plus compliqué qu'en Égypte, c'est vrai. Mais après, c'est quand même beaucoup plus simple. Et les relations avec le service des Antiquités sont excellentes, d'autant plus que la France a beaucoup contribué et possède une unité archéologique que j'ai dirigée moi-même d'ailleurs 5 ans, qu'on appelle la CEFDAS, la section française de la direction des Antiquités du Soudan, qui est carrément hébergée dans le musée national. Vous imaginez que l'IFAO soit hébergé dans le musée du Caire ? Ça serait bien. Donc, enfin voilà. Hein. En revanche, il y a quand même effectivement... le Soudan est un pays qui n'est pas aussi développé que l'Égypte, et donc quand on est à Sédinga, on peut ramer pour un certain nombre de choses, comme l'électricité, bon, c'est en train de s'améliorer, le ravitaillement, là aussi, ça s'est amélioré. De façon générale, les conditions sont bien meilleures que ce qu'elles ont été matériellement, que ce qu'elles ont été il y a donc quelques décennies. Hein. Alors le problème actuel, c'est la situation politique et économique, surtout économique du Soudan, qui est vraiment très mauvaise. Ouais. Hein. C'est-à-dire, par exemple, pour trouver du gazole pour les voitures, c'est quand même très compliqué. Ouais. On y arrive, hein, on y arrive. Hein. Donc c'est vraiment des petits problèmes de logistique. Hein. Mais en revanche, pour tout le reste, c'est quand même beaucoup plus simple qu'en Égypte. Ouais. Et puis dernière chose, l'Égypte possède tellement de trésors archéologiques qu'il y en a encore quand même pour des décennies et des siècles avant de trouver le tout dernier des sites. Hein. Mais le Soudan, les fouilles ont commencé beaucoup plus tard qu'en Égypte, et donc il y a énormément de choses à découvrir. Ouais. Dans le livre dont je vous parlais, je parle en détail d'un roi dont on connaissait rien il y a 20 ans. Ouais. Maintenant, on a 2 temples de lui, des statues, des inscriptions, etc. Ça c'est fabuleux. Cet aspect pionnier, donc dans l'archéologie et donc dans la philologie aussi du Soudan ancien, c'est quelque chose qui est particulièrement fascinant et c'est une de mes motivations premières. Voilà. Tu as ta réponse. Comme promis. Merci beaucoup Claude. Merci Laetitia. Et puis on se retrouvera, si je ne m'abuse, à Figeac. Ah oui, bien sûr, voilà. oui, avec toute la bande. Voilà, c'est ça. Les places sont gratuites, il faut juste que vous fassiez une petite réservation, donc n'hésitez pas à aller sur le site de Figeac et de réserver votre place pour les conférences et les tables rondes, ça va être du gros monde et ça va être super passionnant. Merci beaucoup Claude. Merci, au revoir. Au revoir, bonne journée. Merci beaucoup.